Kevin Rabian, je vais vous inviter peut-être à rejoindre donc le pupitre. Vous êtes docteur en neurosciences, responsable du pôle études et recherches de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Et vous allez nous faire une introduction aux maladies neuroévolutives, comment fonctionne le cerveau. Voilà, vous allez un petit peu nous expliquer tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut comprendre pour qu'on puisse bénéficier au mieux des messages de la journée. En tout cas, je vais essayer. Merci pour cette introduction. Donc tout d'abord, merci à vous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, donc avec nous à la Maison de la Chimie, et également vous qui êtes chez vous à nous regarder depuis votre ordinateur. Donc effectivement, je suis docteur en neurosciences, responsable du service études et recherches pour l'association France Alzheimer et maladies apparentées, et je vais vous présenter en fait très rapidement une introduction aux maladies neuroévolutives qui vous permettent en fait de lisser un petit peu les connaissances que vous avez et qui vont pouvoir, j'espère, vous permettre de mieux appréhender les différents sujets qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc on va rentrer très vite dans le vif du sujet avec qu'est-ce qu'une maladie neuroévolutive. Une maladie neuroévolutive, qu'on appelle aussi les maladies neurodégénératives, sont des maladies en fait qui vont plutôt être chroniques et progressives et qui vont, comme leur nom l'indique, toucher le système nerveux central. Donc la plus connue est la maladie d'Alzheimer, mais il y a aussi d'autres types de maladies neuroévolutives comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, des maladies qui sont aussi apparentées, enfin qu'on appelle apparentées à la maladie d'Alzheimer. Donc c'est le cas de la maladie à corps de Lévy, également de la dégénérescence lobaire frontotemporale, plus communément appelée DFT, ou encore des démences vasculaires ou des démences mixtes. Donc on estime à un peu moins de 180 millions le nombre d'Européens qui sont touchés par un trouble du cerveau, soit près d'un tiers de la population européenne. Et même si cette population est vieillissante, ça reste un chiffre qui est quand même colossal. On parle en 2010 d'un coût de 800 milliards d'euros imputés à ces atteintes au cerveau. Donc ce qui place ces maladies neuroévolutives donc comme un phénomène de société, mais également comme un problème économique majeur. Donc si on prend quelques focus sur ces différentes maladies, donc la maladie d'Alzheimer, comme je l'ai précisé, c'est la plus connue, c'est la première cause du syndrome démentiel. On trouve à peu près un peu moins de 36 millions de personnes atteintes dans le monde, rien qu'1 million en France pour environ 225 000 nouveaux cas chaque année. Pour la maladie de Parkinson, donc la deuxième maladie neurologique la plus connue après la maladie d'Alzheimer, on parle de 6,3 millions de personnes atteintes dans le monde pour 150 000 cas en France et environ 8 000 nouveaux cas chaque année. Et enfin, une maladie neuroévolutive qui est aussi intéressante, c'est la sclérose en plaques, qui, contrairement à la plupart des maladies neuroévolutives qui vont plutôt toucher un sujet âgé, la sclérose en plaques est la première cause d'handicap sévère non traumatique chez les trentenaires. Donc on parle d'environ 2,8 millions de personnes touchées dans le monde, dont 80 000 cas en France, et ça touche principalement les femmes. Donc si maintenant on fait un focus sur la maladie d'Alzheimer, donc qui sera mon focus récurrent tout au long de cette présentation, on parle de 3 millions de personnes atteintes. On a un adage au sein de l'association qui est, c'est une personne malade et c'est toute la famille qui est impactée par la maladie. Donc la maladie d'Alzheimer va être caractérisée par une perte progressive de la mémoire et peu à peu, au fur et à mesure que la maladie se développe, également d'autres fonctions cognitives qui vont se répercuter sur l'autonomie, mais également sur le quotidien de la personne malade et bien entendu de ses proches. Donc, elle va se traduire par des manifestations cliniques, donc des troubles cognitifs qui vont pouvoir être quantifiés, observés par des tests notamment neuropsychologiques et qui auront des répercussions sur la vie quotidienne. Ce sont ces répercussions qui vont pousser, en général, la personne malade ou son entourage à aller consulter un professionnel de santé. D'un point de vue biologique, elle va se traduire principalement par 2 lésions. La première étant des plaques séniles, qui va être formée par une protéine, un peptide, l'amyloïde bêta, notamment la bêta 42, j'y reviendrai un peu plus tard, et des dégénérescences neurofibrillaires, donc qui seront formées par un autre type de protéine qu'on appelle la protéine Tau. Donc c'est un nom un peu barbare, simplement pour évoquer une agrégation de ces protéines qui vont créer un enchevêtrement au sein de la cellule. Jusqu'à peu, le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ne pouvait être posé que post-mortem. On devait attendre que le patient décède et on pratiquait une autopsie de son cerveau et une étude histologique de ce dernier permettait de révéler ou pas la présence de ces lésions et donc le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Heureusement, plus récemment, maintenant, on peut compter sur l'imagerie. Donc l'imagerie la plus connue, l'IRM, je pense que vous connaissez tous, et un autre scanner, donc le scanner par tomodensitométrie par émission de positrons, qui, pour les aficionados des séries médicales, c'est plus souvent connu sous le nom de PET scan. Donc vous avez un exemple d'ailleurs sur l'écran. Donc voilà ce rapide tour d'horizon sur ce qu'est une maladie neuroévolutive. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aborde comment fonctionne le cerveau quand tout se passe bien. Donc un point très rapide d'abord sur l'organogénèse, comment le cerveau est créé.
Le cerveau est créé à partir d'une structure qu'on appelle le tube neural, qui va apparaître au niveau de la 3e semaine de gestation et qui va se refermer à peu près une semaine après. Il va créer 3 vésicules que sont le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Au fur et à mesure que l'embryon puis le fœtus se développent, ces différentes structures vont aussi gagner en volume et en particularité. Le prosencéphale va se diviser en 2 parties. Le premier, le télencéphale, qui donnera plus tard les hémisphères cérébraux, et le diencéphale qui restera une structure plutôt interne au cerveau. Le mésencéphale, lui, va pas trop bouger, et le rhombencéphale donnera le tronc cérébral et également le cervelet. À la naissance, le poids du cerveau représente entre 350 et 400 grammes. À titre d'exemple, le cerveau adulte oscille entre 1,3 kg et 1,5 kg environ. Et il représente 25% du volume d'un cerveau adulte. Et pourtant, dès ce moment-là, il y a déjà plus de 100 milliards de neurones au sein du cerveau et pléthore de synapses, donc de connexions entre ces neurones qui vont permettre leur communication. Donc le cerveau reste un organe qui est fragile, et ce tout au long de la vie. Et en particulier pendant ces grandes périodes de développement, notamment pendant la période gestationnelle. Donc il va être susceptible à des traumas qui peuvent être soit directs, avec des chocs par exemple, ou des traumas indirects, par exemple suite à une consommation de toxiques par la mère pendant la gestation. Donc ensuite, pendant les 2 premières années, le cerveau va être à son apogée sur ses capacités de développement. Donc en fait, il va être capable de ce qu'on appelle plasticité. Le cerveau va être capable de s'adapter à son environnement pour en fait emmagasiner un maximum de savoir. Pendant la deuxième période, on va appeler l'enfance, de 2 à 12 ans, là encore, c'est une période de développement très importante pour le cerveau. Et là, les connexions neuronales vont continuer de se développer, mais surtout se renforcer, ce qui va directement influencer le comportement de l'enfant et également ses capacités cognitives. C'est également pour ça, par exemple, qu'il est beaucoup plus facile d'apprendre une langue quand on est jeune que quand on est adulte. Ensuite, le cerveau qu'on va appeler adolescent, donc ne pas confondre avec l'adolescence d'un individu. Pour l'adolescence du cerveau, elle va aller jusqu'à à peu près le milieu de la vingtaine. Et pendant cette période, le cerveau va se développer, certaines structures vont se développer, vont maturer à différentes vitesses. C'est le cas notamment pour les structures responsables de la gestion des émotions et de la prise de décision. C'est pour ça, chez certains adolescents, on peut avoir un petit peu ce comportement de tête brûlée avec cette recherche de sensations fortes. Également, pendant l'adolescence, vient la puberté et avec elle, du coup, l'apparition d'hormones neuropotentes. C'est le cas pour la testostérone ou pour les œstrogènes qui vont toutes deux avoir des effets très importants sur la maturation du cerveau. Puis, quand on arrive à la vingtaine, la maturation va commencer à ralentir, de même que les capacités plastiques du cerveau, bien qu'il reste encore potent à ce niveau-là. Enfin, à faire un bond dans le temps, on va arriver plutôt donc chez le sujet âgé. Donc on va parler, ce que j'ai appelé ici le cerveau mûr, donc passé la cinquantaine, où là le cerveau va commencer globalement un peu péricliter. Donc il va perdre en connexion, il va perdre en capacité de plasticité, et certaines de ces structures cérébrales vont pouvoir se fragiliser. Et donc c'est aussi à cette période-là que vont pouvoir éventuellement apparaître les premiers troubles cognitifs. Donc du coup, on peut résumer un petit peu en disant que la maturation cérébrale n'est pas uniforme. Certaines structures, certaines fonctions cérébrales vont donc se développer à des rythmes différents. Cette maturation va pouvoir être influencée par différents facteurs, donc que ce soit de manière positive ou négative, comme des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux ou encore des facteurs expérientiels. Et même si la quasi-totalité, la majeure partie de ces fonctions cérébrales arrive à maturation chez le jeune adulte, donc deuxième moitié de la vingtaine environ, le cerveau n'a quand même de cesse de se développer et de s'adapter, et fort heureusement d'ailleurs. Donc on a vu comment le cerveau se formait, comment il évoluait tout au long de la vie. Maintenant, je vais vous présenter un rapide point sur son anatomie. Donc je pense que vous voyez tous à peu près à quoi ressemble un cerveau. Donc là, vous l'avez sur l'écran. Et ce cerveau, en fait, il va être coupé en différentes parties, qu'on appelle des lobes. Chaque lobe va être responsable de différentes fonctions cérébrales plus ou moins spécifiques et sont capables d'interagir entre eux. Ils sont interconnectés, ce qui va permettre en fait de mettre en place des actions plus complexes, comme par exemple l'interaction avec son milieu ou encore le comportement de l'individu. Donc sans aucune notion d'importance, je vais vous présenter les différents lobes. Donc tout d'abord le lobe frontal, comme son nom l'indique, situé à l'avant du cerveau, qui lui va plutôt être responsable de tout ce qui va être contrôle moteur, prise de décision et planification. Donc on peut dire que ça va être en quelque sorte le reflet de la personnalité et des capacités d'un individu à résoudre des problèmes. Il est affecté dans différents types de maladies neuroévolutives, comme la maladie d'Alzheimer. Comme on parle de contrôle moteur, on parle également maladie de Parkinson et également dans la DFT. Donc situé en arrière du lobe frontal, il y a le lobe pariétal, qui lui va plutôt être le centre d'analyse sensorielle.
Donc il va être affecté également dans la maladie d'Alzheimer et dans la DFT. Ensuite, mon lobe préféré, le lobe temporal, il va être responsable du traitement de l'information auditive, de la compréhension du langage et également des capacités de mémorisation. Donc comme je parle mémoire, bien entendu, je l'ai expliqué un peu plus tôt, il va être affecté dans la maladie d'Alzheimer, mais également dans le syndrome de Korsakoff, qu'on appelle également la démence alcoolique, ou encore la DFT. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, le lobe occipital, situé à l'arrière du cerveau, qui lui va principalement être le responsable du traitement de l'information visuelle. Il va être affecté donc dans une moindre mesure dans la maladie d'Alzheimer, mais également dans d'autres maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, qui va sans doute vous dire quelque chose vu qu'elle a fait l'office d'une communication, enfin d'une sensibilisation faite par l'État il y a quelques années. Donc on a vu le cerveau va être coupé de lobes, ces lobes sont responsables de différentes fonctions cérébrales, mais à l'intérieur de ces lobes, qu'est-ce qui va permettre d'effectuer ces dites fonctions? Et en fait, il y a au sein du cerveau des organes dans l'organe, il y a des structures cérébrales qui, elles, vont devoir s'occuper de la réalisation de ces fonctions. Ces structures cérébrales, tout comme les lobes, sont interconnectées. Vous en avez ici une liste non exhaustive, et on va s'intéresser à une structure que j'affectionne particulièrement, l'hippocampe, parce que cet hippocampe est la structure clé dans les phénomènes d'apprentissage et de mémorisation. On le trouve au sein des lobes temporaux, donc de chaque côté, et à cette forme un petit peu de corne que vous pouvez voir sur cette image. Donc une lésion de l'hippocampe va se traduire par des atteintes des capacités mémorielles, et également de la navigation spatiale. C'est ce qui va pouvoir provoquer, par exemple, perte de mémoire, mais également perte de repères. Donc bien entendu, on parle encore une fois de mémoire, et en fait, c'est l'une des premières structures qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, je vous spoil un petit peu, c'est pas trop grave. Donc on a vu le cerveau est scindé en lobes, ces lobes possèdent des structures, mais au sein du cerveau, quelle va être l'unité fonctionnelle, celle qui va permettre de réaliser ces différentes fonctions cognitives. Dans le cerveau, il y a deux types de cellules, grossièrement, les cellules gliales, donc il y a tout un tas de cellules gliales, mais qui en fait va principalement être là pour apporter son soutien à l'unité effectrice, que vous devez de toute façon sans doute connaître, le neurone. Le neurone est une cellule nerveuse, c'est-à-dire qu'elle est excitable et va pouvoir répondre à une stimulation et transmettre une information électrique à un autre neurone. Cette capacité qu'un neurone a de transmettre une information d'un point A à un point B, c'est ce qui va permettre la communication nerveuse. C'est globalement le b.a.-ba du fonctionnement des différentes fonctions cognitives de notre cerveau. Si on s'intéresse à l'anatomie du neurone, le neurone en fait se divise en trois parties majeures. Tout d'abord, au centre ici, le corps cellulaire, qui lui va être responsable de l'analyse de l'information qu'il va recevoir. L'information, il va les recevoir grâce à ces dendrites, aussi appelées l'arborescence dendritique, donc des espèces de ramifications, de prolongements au niveau de sa tête, sur laquelle va pouvoir se fixer les autres neurones pour lui transmettre une information. Cette information, une fois qu'elle arrive au niveau des dendrites, elle va être du coup analysée par le corps cellulaire qui va choisir si oui ou non, en fonction de l'information reçue, il va en créer un signal électrique, ce qu'on appelle un potentiel d'action. S'il décide de transmettre ce signal, il va pouvoir le faire via son axone. Donc maintenant, vous avez peut-être une meilleure idée sur comment fonctionne le cerveau quand tout se passe bien. Donc dans le cadre d'une maladie neuroévolutive, comment ça va se passer? Donc on va aborder un point de physiopathologie. Donc dans une maladie neuroévolutive, il va y avoir des changements progressifs et également anormaux, qui vont se traduire par soit une dégradation, une altération, voire un arrêt de certaines fonctions cognitives ou certaines fonctions motrices qui vont apparaître au fur et à mesure que se développe la maladie. Si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, je vous avais présenté les deux lésions majeures, qui étaient les plaques amyloïdes, faites par la bêta-42, ou les enchevêtrements de tau. En fait, ces plaques amyloïdes vont venir attaquer le neurone à l'extérieur, pour, en gros, on va dire, l'étouffer. D'un autre côté, les enchevêtrements de tau vont, elles, venir étouffer le neurone de l'intérieur. Donc cette attaque du neurone va entraîner sa mort cellulaire. Lorsqu'une cellule va mourir, elle va soit pouvoir rentrer en apoptose, ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée d'une cellule, ou en nécrose, la mort cellulaire qui n'est pas programmée. Lorsque la mort est programmée, le neurone sait la cellule sait qu'elle va mourir, donc elle a le temps de mettre ses affaires en ordre. Donc globalement, on va prendre un grand sac poubelle, mettre tout ce qui peut être dangereux pour son entourage dedans, et à sa mort, elle va mettre le sac poubelle dans l'espace extracellulaire qui pourra être pris en charge par des cellules gliales dont c'est la fonction.
Dans le cas d'une nécrose, c'est différent. La cellule va mourir, elle va éclater, et l'intégralité de son contenu intracellulaire va se retrouver dans le milieu extracellulaire. Et dedans, on peut retrouver certaines protéines, certaines molécules qui peuvent être néfastes et véhiculer ce qu'on va appeler entre nous un signal de mort. Donc cette mort progressive des neurones va, si vous voulez, se propager de proche en proche jusqu'à provoquer des atrophies. Donc l'atrophie est une perte de volume qu'on peut retrouver au sein d'une structure cérébrale. Comme vous pouvez voir sur cette image, sur votre gauche, vous avez un cerveau sain. Sur votre droite, le cerveau d'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer, un stade avancé. Déjà, il y a un constat flagrant, c'est cette diminution de volume entre les deux cerveaux. Et si on s'intéresse à deux structures particulières, donc en rouge le langage et en bleu la mémoire, on peut voir qu'il y a soit un trou, soit en tout cas il manque quelque chose à ce niveau-là. Et en fait, cette mort progressive des neurones va venir en fait grignoter les structures petit à petit, et c'est cette mort, c'est cette perte de neurones dans ces structures clés qui sera responsable du coup d'atteinte des fonctions cognitives qui sont associées. Du coup, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, cette lente dégénération va commencer principalement par l'hippocampe, donc ce qui va se traduire par ces pertes de la mémoire. Mais comme je vous l'ai présenté, toutes ces structures sont interconnectées. Et au fur et à mesure, cette perte progressive des neurones va venir affecter d'autres fonctions exécutrices, comme par exemple la planification, la résolution de problèmes et au final l'autonomie de la personne. Donc parlons maintenant un petit peu des causes de ces maladies neuroévolutives, des facteurs de risque et de la prévention. Concernant les causes précises des maladies neuroévolutives, elles sont encore floues pour, en tout cas, certaines de ces maladies. Mais la communauté scientifique a mis en évidence certains facteurs de risque qui vont être associés, du coup, à une augmentation de l'apparition de ces maladies. Donc parmi les facteurs de risque, le facteur de risque principal, mis à part pour la sclérose en plaques que j'ai présenté un peu plus tôt, c'est l'âge. En général, les maladies neuroévolutives sont liées au vieillissement du cerveau. On retrouve également des facteurs environnementaux, comme par exemple le facteur cardiovasculaire, qui, dans un cercle vicieux, est également alimenté par d'autres facteurs de risque qu'on trouve dans cette liste, comme par exemple l'obésité ou la sédentarité. On retrouve également les traumas crâniens, qu'ils soient répétés ou non, qui peuvent jouer sur le développement à l'âge adulte, enfin à l'âge avancé d'une maladie neuroévolutive, la consommation de toxiques également, donc la consommation d'alcool, la consommation de drogue, ou encore l'aspect génétique. On a trouvé notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer plus d'une vingtaine de gènes de prédisposition qui vont augmenter le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Concernant les facteurs protecteurs, parce qu'heureusement il y a l'activité physique. On parle souvent, on fait du sport, ça va oxygéner le cerveau. C'est pas totalement faux en fait. Il a été montré qu'une activité physique allait permettre de repousser, en tout cas de retarder l'apparition des premiers symptômes de 2 à 3 ans. Et ce, chez des personnes déjà à un âge avancé. Donc il n'est pas seulement important de faire du sport étant jeune, mais c'est important de continuer cette pratique sportive dans le temps. Alors là, je n'ai pas indiqué ici, mais il y a également le niveau académique. Donc il a été montré qu'un niveau académique plus important se traduisait par une apparition moins importante de maladies neuroévolutives. Ça peut être en partie expliqué par ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc si je peux la schématiser, imaginons deux individus, A et B. L'individu A va travailler au quotidien avec, par exemple, 2000 mots. Son lexique usuel comporte 2000 mots. Une autre personne, la personne B, peut-être avec un niveau académique plus élevé, va travailler de manière usuelle avec, par exemple, 6000 mots. Si ces deux personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en même temps, cette maladie d'Alzheimer va atteindre les capacités de la personne et va commencer à grignoter en fait le champ lexical de ces deux personnes, imaginons à la même vitesse. Lorsque les deux personnes vont perdre l'utilisation de 1000 mots, la personne qui en avait 2000 à la base va se retrouver plus vite affectée à son quotidien par l'utilisation de ces mots. Et des mots qui vont pouvoir dire sensiblement la même chose, comme un gobelet, une tasse ou un verre, la personne va employer souvent le mot verre tout le temps. Donc ça sera un verre d'eau, un verre de café. Donc il y a aussi l'apparition de mots un peu plus parasites qui vont venir combler d'autres mots, bidule, truc, chose. Alors qu'une personne qui aura un champ lexical plus important à la base, lorsqu'elle va perdre une partie de ces mots, c'est d'abord des mots qu'on utilise le moins souvent, genre nonobstant, qu'on utilise franchement rarement. Et donc sera impactée moins rapidement dans son quotidien. Ça ne veut pas dire qu'elle est tombée malade, enfin qu'elle a été touchée par cette maladie plus tard, c'est que simplement elle va être dans son quotidien affectée beaucoup plus tardivement que la première personne. Et enfin, très rapidement, je vais terminer ma présentation sur les diagnostics et les traitements.
Donc, dans le diagnostic d'une maladie neuroévolutive, elle passe en général par un bilan neuropsychologique avec un examen neurologique et une imagerie, donc l'imagerie par IRM. On peut également avoir une recherche de biomarqueurs. Donc, par exemple, je vous les ai présentés, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on va principalement rechercher l'amyloïde bêta et la protéine Tau. Dans le cas de la maladie à corps de Lévy, par exemple, on va chercher une autre protéine, l'alpha-synucléine. Ensuite, cette recherche de biomarqueurs peut se faire soit par un test sanguin, donc pour la maladie d'Alzheimer, on est activement, on attend très fortement maintenant des tests qui peuvent être prédictifs ou à visée diagnostique utilisant un test sanguin, mais à l'heure actuelle, on utilise une ponction lombaire. La ponction lombaire va se faire dans le bas du dos et va permettre de prélever le liquide céphalo-rachidien. C'est le liquide dans lequel baigne le cerveau. Et on va, en analysant ce liquide, pouvoir repérer donc la présence ou non de ces biomarqueurs et affiner le diagnostic. Et enfin, on a aussi maintenant l'imagerie PET, donc avec le PET scan. Concernant les traitements, la plupart des traitements qui sont utilisés pour ces maladies neuroévolutives sont des traitements à visée symptomatique, c'est-à-dire que ce sont des médicaments de première génération, donc tels les 4 médicaments dans la maladie d'Alzheimer qui ont été déremboursés en été 2018, et ces médicaments vont traiter, viser les symptômes de la maladie. Donc ils ne vont pas permettre de guérir, ou de soigner ou d'agir sur la cause de ces symptômes, mais simplement d'aider la personne à vivre mieux avec ses symptômes au quotidien. Donc il y a certains médicaments ou certains même actes chirurgicaux qui peuvent être bénéfiques pour le patient. C'est le cas notamment pour la sclérose en plaques ou encore la maladie de Parkinson. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de remède miracle en fait, pour soigner ce type de maladie. Donc la recherche s'intéresse toujours, bien entendu, à trouver le moyen d'améliorer le quotidien des familles, donc par le biais de nouveaux traitements. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, depuis 2021, la maladie est repassée sous le feu des projecteurs avec une nouvelle molécule qui est devenue depuis maintenant 3, qui vont agir sur l'une des causes responsables de certains symptômes. Donc on parle d'un médicament de 2e génération. Ce médicament, dans la maladie d'Alzheimer, va permettre en fait d'améliorer la clairance, donc le nettoyage du cerveau, en particulier de la présence d'amyloïde bêta. Donc ces thérapeutiques innovantes sont pour l'instant majoritairement commercialisées en Amérique et on espère, donc dans un futur proche, pouvoir en bénéficier également en France. Donc merci pour votre attention, j'espère que j'ai été clair et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Merci vraiment, Kevin Rabian, pour cette introduction, cet exposé qui était particulièrement riche. Est-ce que vous avez des questions? On a un temps, comme je vous l'ai dit, nous avons prévu des temps d'échange. Donc beaucoup de sujets ont été abordés, donc n'hésitez pas sur le fonctionnement du cerveau, sur la prévention, sur le traitement, sur le diagnostic. Bonjour. Oui. Au niveau des facteurs de risque, vous n'avez pas évoqué le problème de la surdité et le lien qui pouvait être fait entre surdité et Alzheimer. Ah, tout à fait. Alors, j'ai proposé une liste non exhaustive, mais oui, effectivement, la surdité en fait également partie. D'accord. Est-ce que vous pourriez développer ou est-ce que c'est... Alors là, développer, j'ai peur de dire des bêtises, mais en fait, je pense que ça va aussi venir. Et il y a des cliniciens dans la salle qui prendront la parole après et qui, je pense, seront plus compétents que moi pour répondre à cette question. Mais ça va venir, je pense en tout cas que ça peut venir par une stimulation moins importante du cerveau, du fait de cette absence de traitement auditif. Et comme en plus de ça, le traitement de l'information auditive va passer par le lobe temporal et c'est l'un des lobes touchés en premier lieu dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on peut voir là un lien entre la surdité et le développement de cette maladie. Enfin, le facteur de risque que représente la surdité pour la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou effectivement, si un clinicien souhaite apporter un complément? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous avez la moyenne d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, par exemple, à partir de 62 ans et qui arrive au niveau GIR quelques années après, et combien de temps que ça dure, cette maladie? Alors en général, l'âge moyen pour le diagnostic d'une maladie d'Alzheimer va plutôt tourner vers 70-80 ans environ.
même si on a une errance diagnostique d'environ 3 à 5 ans. C'est-à-dire entre le moment où apparaissent les premiers symptômes et au moment où le diagnostic de la maladie d'Alzheimer va être posé, il va se passer entre 3 et 5 ans. Donc ça peut venir de différents, différents facteurs, donc soit un mauvais diagnostic initial avec une arrivée tardive en soins, mais également une prise de conscience tardive de ces symptômes. Parce que une fois que la personne va vieillir, on peut d'abord imaginer que les premiers symptômes sont simplement peuvent être dus principalement, on va dire, à un effet de fatigue. Maintenant, l'évolution de la maladie va dépendre de chaque individu. On peut dire qu'il y a autant de maladies d'Alzheimer qu'il y a de malades. Mais en général, ça reste une maladie qui va quand même progresser relativement lentement. Donc il y a aussi des cas de maladies qui vont survenir avant cet âge-là. Donc là, on va parler de malades qui seront plutôt jeunes lorsqu'ils vont avoir la maladie. Et en général, ces maladies ont tendance à évoluer plus rapidement. Bien. Et quels sont les symptômes vers la fin? Les symptômes de vers la fin de la maladie En fait, à mesure que la maladie progresse, en fait, différentes fonctions cognitives vont être fortement impactées. Donc d'abord, ça va être une impossibilité de mémoriser les choses récentes, et ce qui va, avec l'évolution de la maladie, également impacter les souvenirs passés. On va également après avoir des troubles du langage, donc que ce soit dans la compréhension du langage, mais également dans la prise de parole. Ensuite, on va avoir des problèmes dans la planification, et en fait, au final, tous les aspects de la personne vont pouvoir être touchés, et là, c'est pour ça qu'on va se retrouver dans les stades les plus avancés avec des personnes qui vont pouvoir être mutiques et qui vont être parfois imperméables aux sollicitations extérieures. Toutefois, il y a quand même des structures, notamment les émotions, qui restent fonctionnelles pendant très longtemps, et c'est pour ça qu'on incite les personnes à continuer le dialogue avec les personnes malades, à continuer d'être présent pour eux, parce qu'on sait que c'est une structure qui reste active encore très longtemps. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Oui, je reste sur la question des symptômes. Je pense qu'on ne parle pas assez souvent des erreurs que peuvent faire les aidants parce qu'ils ne le savent pas. Mais s'il y a des aidants dans la salle ou des anciens aidants comme moi, souvent le déclenchement, la première alerte, l'aidant associe à une période de déprime. C'est souvent récurrent d'entendre tous ces témoignages, de dire on n'a pas vu arriver les choses, alors que la personne touchée par la maladie, on associe souvent cette période-là à un moment de déprime. Et je trouve qu'on devrait peut-être en parler dans l'histoire des symptômes, parce qu'on perd du temps, tout le monde perd du temps, et cette attitude de déprime, on a du mal à l'interpréter. Alors c'est souvent le déclenchement de la maladie chez des gens qui ne sont pas sujets à des déprimes. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à votre intervention, Monsieur le Président. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à votre intervention. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Le micro arrive tout de suite. Il y a quelques années, on parlait, pour la maladie d'Alzheimer, du deuxième cerveau. Et là, vous n'en avez pas parlé. Non, effectivement. Alors, vous faites référence à l'axe intestin-cerveau. Donc, il y a des études qui s'intéressent sur cet axe-là, notamment sur un point de vue inflammatoire et comment, en fait, ce qu'on peut manger, comment cette interaction peut se faire. Maintenant, c'est encore une fois en dehors de mon domaine de compétences. En tout cas, il y a des études qui sont prolifiques sur le sujet, et notamment certaines qui impliquent également des stimulations conjointes, notamment avec différents types de pulsations au niveau intestinal et au niveau cérébral, et qui apparemment fonctionnent bien. Mais je suis en attente des résultats d'essais cliniques aussi, oui. Alors c'est vrai que là, je n'ai pas présenté de diapositive à ce sujet, mais les domaines de recherche, en tout cas dans la maladie d'Alzheimer, sont très variés et ne tournent pas uniquement sur la thèse amyloïde et
tauopathie. Donc on a également tout un axe inflammatoire, tout un axe oxydation, tout un axe génétique, et j'en passe, qui continue en fait d'évoluer et de produire des résultats. Donc il y a de fortes à parier que si on arrive à guérir cette maladie à jour, de toute façon elle sera multifactorielle. Donc on va devoir traiter plusieurs pans de la maladie avec différents types d'interventions médicamenteuses ou non d'ailleurs, pour pouvoir la soigner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Tout est clair. Kevin Rabian, un immense merci. On vous applaudit une fois encore. C'était pour toutes ces informations.